SVT, cours 62B en classe de seconde, chapitre 2, la maîtrise de la procréation. Nous allons faire le bilan sur la maîtrise de la procréation. Alors, je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'allais vous faire une vidéo avec les schémas que vous allez voir sur le diaporama et les textes également. Donc ça veut dire en quelque sorte ce cours, ce bilan sur la maîtrise de la procréation est en double exemplaire. Soit vous préférez écouter sans avoir devant vous le texte et les schémas, alors dans ce cas allez voir l'autre vidéo, soit vous avez envie de faire les deux, soit vous préférez la méthode où il y a les schémas que vous allez voir sur l'écran et les explications. À vous de voir. Toujours est-il que là nous allons faire le bilan de la procréation. Alors, ça veut dire bien entendu qu'il y a d'autres vidéos qui détaillent l'ensemble de ce que je vais vous expliquer maintenant. Avant d'entrer dans les explications détaillées, présentons quelques schémas explicatifs sur le CHH, alors complexe hypothalamo-hypophysaire, puis vérifiez si vous le souhaitez vos connaissances sur ce CHH. Dans le cerveau, il y a ce que l'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors, le plan global de l'étude sera premièrement des schémas explicatifs pour les diapos 1 à 5. Deuxièmement, des explications détaillées pour les diapos 6 à 12. Et troisièmement, si vous le souhaitez, testez vos connaissances sur ce CHH, diapos 13 à 17. Une zone de l'hypothalamus. Des zones, d'autres zones en tout cas, dont la zone des capillaires sanguins entre l'hypothalamus et l'hypophyse, dans la tige pituitaire reliant l'hypothalamus et l'hypophyse. Une zone de l'hypophyse et zone des capillaires sanguins vers la circulation générale. Au niveau de l'hypothalamus, il y a des neurones hypothalamiques qui vont synthétiser et libérer une neurohormone que l'on appelle GnRH, donc dans la zone des capillaires sanguins entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Il y a des vaisseaux sanguins donc dans cette tige pituitaire. Cette hormone GnRH va atteindre des cellules de l'hypophyse pour s'y fixer de manière spécifique et faire en sorte que certaines cellules de l'hypophyse vont produire FSH, donc Follicular Stimulating Hormone, et d'autres cellules vont produire LH, Luteinizing Hormone. Alors attention à noter que FSH et LH existent aussi bien chez la femme que chez l'homme. Les noms sont les mêmes, alors c'est un petit peu bizarre parce que chez la femme, on va dire Follicular Stimulating Hormone, donc poussée folliculaire des hormones du 1er au 14e jour du cycle. Donc là, c'est cohérent. Luteinizing hormone, deuxième partie du cycle, entre le 14e et le 28e jour du cycle, c'est cohérent aussi. Mais chez l'homme, on parle de folliculo-stimulating hormone. Il n'y a pas de follicule chez l'homme. Et de luteinizing hormone, il n'y a pas de corps jaune chez l'homme. Bon, les noms sont conservés, mais il faut savoir que les rôles et les fonctions ne sont pas les mêmes, puisque FSH et LH vont agir pour produire de la testostérone et faire en sorte que la spermatogénèse soit possible. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que l'hypophyse, en fait, va produire deux types d'hormones, FSH et LH, qui vont passer dans le réseau sanguin de la circulation générale. Le complexe hypothalamo-hypophysaire contient l'hypothalamus et l'hypophyse antérieure. Entre les deux, il y a du sang, il y a des capillaires sanguins. Et entre les deux, il y a des capillaires sanguins, et ensuite, donc, ces capillaires sanguins vont rejoindre, au-delà de l'hypophyse, la circulation générale. Dans l'hypothalamus, il y a des amas de neurones, qui sont des cellules nerveuses, donc corps cellulaire, des dendrites au niveau du corps cellulaire, et un axone qui est le prolongement du corps cellulaire, qui va vers une arborisation terminale. Donc l'hypothalamus est un amas de neurones qui vont établir des synapses sur des vaisseaux sanguins.
Alors c'est un petit peu bizarre, hein, parce que les synapses, habituellement, c'est plutôt, enfin, on a plutôt l'habitude de croire, de comprendre, ou de croire que, et uniquement, que les synapses se font entre deux neurones, donc synapse neuroneuronique, ou entre un neurone et un muscle, neurone, donc synapse neuromusculaire. Or là, on voit que la synapse peut se faire sur la surface de vaisseau sanguin. L'hypophyse antérieure contient donc ce qui fait partie du complexe hypothalamo-hypophysaire, donc on a dit l'hypothalamus, hein, et également l'hypophyse antérieure qui contient des cellules endocrines, c'est-à-dire qui vont sécréter, qui vont produire puis sécréter des molécules hormonales qui vont passer dans le sang. Donc ces cellules vont, donc certaines de ces cellules vont sécréter LH et d'autres cellules vont sécréter FSH. Il y a entre les deux, je le répète, la circulation sanguine et au-delà de l'hypophyse, la circulation sanguine générale également. L'hypothalamus, on a dit, c'est un neurone, c'est un amas de neurones faisant des synapses sur des vaisseaux sanguins. Je répète que l'hypophyse antérieure, elle contient des cellules endocrines qui vont sécréter LH et FSH. Donc il y a deux types de cellules. Que l'ensemble forme le complexe hypothalamo-hypophysaire. La circulation sanguine entre la tige pituitaire, entre l'hypothalamus et l'hypophyse, il y a une circulation sanguine, c'est celle de la tige pituitaire. De toute façon, je répète, hein, c'est pour vous assimiler bien les choses. Circulation sanguine générale au-delà de l'hypophyse, vous l'avez compris. Au niveau donc de l'hypothalamus, il y a des neurones hypothalamiques. Alors vous avez vu, j'ai fait une petite faute là. Repérer la petite faute. Ensuite, il y a synthèse et libération de GNRH. Et cette GNRH donc, va passer dans les vaisseaux sanguins entre les deux, entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Et puis les cellules FSH et LH, les cellules hypophysaires vont produire FSH et LH qui vont passer dans le réseau sanguin général. Neurones hypothalamiques et fonctionnement de l'hypophyse. Toujours dans notre schéma, on a l'hypothalamus qui apparaît, enfin du moins le mot apparaît. On a l'hypophyse antérieure. On a l'hypophyse postérieure qui ne nous intéresse pas pour l'instant. On a entre les deux la tige hypophysaire que l'on appelle tige pituitaire. Il y a ce système porte hypophysaire avec l'artère hypophysaire supérieure qui va traverser donc le système porte hypophysaire, on peut dire ça. On a au niveau de l'hypothalamus des neurones bien entendu qui sont hypothalamiques, c'est-à-dire qui proviennent de l'hypothalamus, toujours la petite faute. Ces neurones contiennent des corps cellulaires, des dendrites et des axones, donc axones des neurones hypothalamiques. Ces neurones vont recevoir des potentiels d'action qui constituent en quelque sorte un message nerveux. Hein, l'étude des potentiels d'action, ce n'est pas pour secours. Dans ces conditions, il va y avoir libération de GNRH par l'hypothalamus, hein, donc par les terminaisons axoniques des neurones hypophysaires, et sécrétion de FSH, sécrétion de LH par des cellules hypophysaires, donc il y a deux types de cellules, et libération de LH et FSH dans la circulation sanguine générale. Ensuite, précisons maintenant les explications. Alors, on fait du bruit, lui. Donc, premièrement, donc on est toujours dans le chapitre 2, maîtrise de la procréation. On est toujours dans le bilan maîtrise de la procréation, mais cette fois-ci, il va y avoir des explications un peu plus détaillées. Alors, j'ai préparé le texte, hein, je le lis, mais c'est un texte que j'ai préparé, que je n'ai pas pioché sur Internet. Bon. Alors, les gonades. Premièrement, donc les gonades, qui sont les ovaires et les testicules, sont contrôlés par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors nous allons dire CHH à partir de maintenant. Ce CHH est composé de l'hypothalamus, qui est une partie du cerveau, et de l'hypophyse, qui est une petite glande reliée à l'hypothalamus par la tige pituitaire, dans laquelle se trouvent les vaisseaux sanguins.
En effet, le système porte hypothalamo-hypophysaire ou système porte hypophysaire est le système de vaisseaux sanguins qui relie dans le cerveau l'hypothalamus et l'antéhypophyse en passant par la tige pituitaire. Précisons la définition d'une hormone. Une hormone est une molécule produite par un premier organe. Elle va passer dans le sang et va se fixer sur un second organe au niveau de récepteurs cellulaires spécifiques à l'hormone. Cet organe va réagir de manière spécifique en modifiant une partie de son métabolisme en réponse à la stimulation hormonale. L'hypothalamus produit une neurohormone appelée GnRH qui est synthétisée par les cellules nerveuses de cette partie du cerveau. Elle passe, cette GnRH, donc dans le sang du système porte pour aller se fixer sur des récepteurs spécifiques de l'antéhypophyse qui est alors stimulé et qui alors va produire des hormones FSH et LH que l'on appelle des gonadostimulines. Alors pourquoi gonadostimulines? Eh bien stimuline parce que ce sont des hormones qui vont stimuler les gonades, c'est-à-dire les ovaires et les testicules. Il faut noter que GnRH, FSH et LH sont des hormones produites aussi bien chez l'homme que chez la femme. En revanche, les gonades ne produisent pas les mêmes hormones. FSH et LH hypophysaires vont à leur tour rejoindre le réseau sanguin de la circulation générale pour aller se fixer sur des récepteurs des gonades, lesquels sont alors stimulés pour produire des hormones œstrogène et progestérone chez la femme et testostérone chez l'homme. Ces trois hormones vont à leur tour passer dans la circulation générale pour aller agir sur différents organes, dont les gonades elles-mêmes. Pour prendre un exemple d'action qui aura son importance dans le cadre de la contraception, une brusque augmentation de LH ou pic de LH chez la femme se produit vers le 14e jour du cycle ovarien, ce qui déclenche l'ovulation. La libération de LH produite par l'hypophyse étant dépendante de la GnRH produite par l'hypothalamus, nous comprenons bien que le fonctionnement des ovaires dépend du CHH dans lequel intervient le cerveau. Il en est de même des testicules, dont la production de testostérone dépend du CHH. La production des gamètes est aussi dépendante de ce CHH et des gonades, et donc de leurs hormones respectives. En réalité, un véritable contrôle se met en place entre le CHH et les gonades grâce aux différentes hormones mises en jeu, GnRH, FSH, LH, œstrogène, progestérone et testostérone. Le cerveau lui-même reçoit des stimulus du milieu intérieur et du milieu extérieur, c'est-à-dire de l'environnement. Ainsi, le contrôle hormonal par le CHH permet aux gonades de fonctionner afin que les gamètes soient produits pour assurer une procréation maîtrisée. Nous insisterons notamment sur le pic de LH, sur lequel s'appuieront certaines méthodes contraceptives, pilules par exemple, dont l'objectif visé par le couple est que la femme ne tombe pas enceinte, ce qui est un véritable problème sociétal et éthique. Pour résumer, les gonades, c'est-à-dire ovaires et testicules, sont contrôlés par le complexe hypothalamo-hypophysaire, CHH. Stimulés par différents facteurs internes et externes, les neurones de l'hypothalamus biosynthétisent la neurohormone GnRH. La GnRH passe dans le sang du système porte hypophysaire et atteint la glande hypophysaire antérieure. Stimulées par GnRH, les cellules de l'hypophyse biosynthétisent les hormones FSH et LH, qui sont deux gonadostimulines. FSH et LH passent dans le sang de la circulation générale et atteignent les glandes, c'est-à-dire les gonades, ovaires ou testicules. Chez la femme, les ovaires stimulés par FSH et LH réagissent en produisant les hormones œstrogène et progestérone grâce à la poussée folliculaire et à la phase lutéinique, le pic de LH induisant l'ovulation. Les méthodes contraceptives vont jouer sur ce facteur. Chez l'homme, les testicules stimulés par FSH et LH réagissent en produisant l'hormone testostérone entre les tubes séminifères par les cellules de Leydig qui vont la déverser dans le sang et en permettant la spermatogénèse, ceci grâce à la testostérone et aux cellules de Sertoli situées dans les tubes séminifères.
Pour conclure, le fonctionnement des gonades, ovaires et testicules est contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire qui libère dans le sang les gonadostimulines FSH et LH, hormones stimulant le fonctionnement des gonades. Chez la femme, c'est un pic de LH qui est responsable de l'ovulation. Certaines contraceptions utiliseront cette dernière propriété, pilule œstroprogestative par exemple. Alors, deuxièmement, les différentes contraceptions hormonales pour empêcher une fécondation et contragestion. Donc, les différentes contraceptions hormonales pour empêcher une fécondation et contragestion, IVG médicamenteuse ou chirurgicale. Ne pas confondre contraception et contragestion. La contraception empêche la fécondation, tandis que la contragestion est une IVG qui stoppe une grossesse. Il s'agit d'un avortement, il s'agit en fait d'une interruption volontaire de grossesse. Ces deux méthodes soulèvent des problèmes bioéthiques. Et ces méthodes sont régies par la loi. Contraception, empêcher la rencontre des gamètes, donc éviter une fécondation et donc une grossesse. La pilule œstroprogestative, prise régulièrement, est une méthode de contraception hormonale qui perturbe le contrôle par le CHH. En effet, le maintien d'un taux constant supérieur à la normale des hormones ovariennes, œstrogène et progestérone, inhibe le pic de LH et donc l'ovulation. Par conséquent, la fécondation n'est plus possible. La prise d'une telle pilule œstroprogestative, donc qui contient des œstrogènes et de la progestérone de synthèse, empêche la femme de tomber enceinte. Donc la prise d'une telle pilule œstroprogestative empêche la femme de tomber enceinte. À noter que le cycle de l'utérus, notamment en ce qui concerne la muqueuse utérine, dépend des hormones de synthèse contenues dans la pilule, puisque les ovaires sont au repos. Le cycle ovarien étant perturbé par ces mêmes hormones étrangères non produites par la gonade. Certaines pilules contraceptives ne contiennent que de la progestérone de synthèse, on parle de pilules progestatives. D'autres contraceptifs tels les patchs, les implants, l'anneau vaginal existent en plus de la pilule. Ils contiennent des hormones de synthèse dont la structure ressemble à celle des hormones naturelles et qui agissent comme des leurres sur le CHH. Leurre s'écrit L-E-U-2-R-E-S. Certains autres contraceptifs rendent difficile la progression des spermatozoïdes, d'autres empêchent le développement de la muqueuse utérine et donc rendant impossible une éventuelle nidation si la fécondation s'était tout de même produite. Dans le cadre d'une contraception d'urgence, certaines molécules médicamenteuses de synthèse peuvent être utilisées pour une IVG ou interruption volontaire de grossesse, régie toutefois par la loi française et soulevant des problèmes bioéthiques. Pour conclure, la connaissance des effets des hormones naturelles permet de mettre au point des molécules synthétiques agissant comme des leurres et permettant d'obtenir des effets contraceptifs très efficaces, c'est-à-dire qui empêchent la fécondation en faisant en sorte que les gamètes ne se rencontrent pas. Un mot sur la contragestion, c'est une méthode pour stopper une grossesse, IVG, régie par la loi. La prise de la pilule du lendemain ou du surlendemain est encadrée par la loi. L'IVG médicamenteuse comprend la prise de 2 médicaments, à titre d'exemple indicatif, la mifepristone ou Ru-486 et le misoprostol. Une méthode d'IVG chirurgicale existe également. L'IVG pose des problèmes bioéthiques et est bien régie par la loi. Pour résumer les différentes contraceptions et contragestions hormonales, des hormones de synthèse progestatives sont utilisées pour interrompre une grossesse, IVG, ou contraceptives, utilisées régulièrement pour éviter une fécondation, ou pour une contraception d'urgence pour éviter une fécondation, pour éviter aussi une fécondation. Dans le cas de la contragestion, encadrée par la loi,
L'IVG médicamenteuse comprend la prise de 2 médicaments, alors j'ai déjà dit. À titre d'exemple indicatif, parce que là je résume en fait, le mifepristone ou Ru-486 et le misoprostol. Une méthode d'IVG chirurgicale existe également, et l'IVG pose des problèmes bioéthiques. Dans le cas de la contraception, ces hormones de synthèse sont associées soit à la pilule combinée, associant un oestrogène et un progestatif, soit à la pilule progestative où le progestatif est seul. À titre d'exemple indicatif de méthode contraceptive, pour la pilule combinée, les hormones de synthèse peuvent être l'éthényl-œstradiol, équivalente à l'œstrogène, associée à l'une des hormones de synthèse suivantes, équivalente à la progestérone. Noréthystérone, pilule de première génération, lévonorgestrel, pilule de deuxième génération, désogestrel, troisième génération, ou drospirénone, quatrième génération. Pour la pilule progestative, l'hormone de synthèse équivalent progestérone peut être le lévonorgestrel ou le désorgestrel. Une contraception régulière tout au long des cycles ovariens et utérins chez la femme permet à la femme, grâce à ses hormones de synthèse, de ne pas tomber enceinte. En effet, dans la pilule, un taux adapté d'hormones de synthèse agit comme un leurre. Ce leurre concerne le fonctionnement du CHH qui, par l'intermédiaire d'hormones naturelles, GnRH, FSH et LH, commande le fonctionnement des gonades, ovaires ou testicules. Le contrôle hormonal par le CHH est ainsi modifié par les hormones de synthèse, empêchant les gonades de fonctionner correctement. Par exemple, chez la femme, le pic de LH responsable de l'ovulation n'existe plus, puisque les hormones de synthèse exercent elles-mêmes un contrôle sur le CHH. On parle de rétrocontrôle négatif. Un autre effet que peut avoir une pilule, c'est celui de limiter le passage des spermatozoïdes à travers le col de l'utérus, notamment lorsque la glaire cervicale est dense, et donc interdisant le passage dans l'utérus via les trompes, là où se fait habituellement la fécondation dans le tiers externe suite à l'ovulation. Alors dans le tiers externe de la trompe de Fallope. Les hormones de synthèse de la pilule peuvent aussi limiter le développement de la muqueuse utérine et donc empêcher une éventuelle nidation si la fécondation avait tout de même eu lieu. Chez l'homme, une pilule bloquant la production de spermatozoïdes est en cours d'étude. Elle pourrait agir sur le CHH puisque chez l'homme comme chez la femme, ce CHH contrôle le fonctionnement hormonal des gonades, de même que la production des gamètes chez l'homme et poussée folliculaire chez la femme. Dans le cas de la contraception d'urgence, il existe une pilule du lendemain et une pilule du surlendemain. La pilule du lendemain, le lévonorgestrel équivalent progestérone, bloque ou retarde l'ovulation et empêche le passage des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus. Il faut la prendre entre 0 et 72 heures après un rapport non protégé. La pilule du surlendemain, l'ulipristal acétal, bloque ou retarde l'ovulation, même si le pic de LH a déjà eu lieu. Il faut la prendre entre 72 et 120 heures après un rapport sexuel non protégé. Au-delà, si la fécondation s'est produite, on n'est plus dans le cadre de la contraception, mais dans celui de la contragestion, donc de l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Troisièmement, outre les pilules, il existe d'autres méthodes contraceptives, c'est-à-dire des méthodes qui empêchent la rencontre des gamètes, on parle de fécondation. Action de barrière physique, préservatif féminin, préservatif masculin, ces deux méthodes empêchent la fécondation et protègent des IST, infections sexuellement transmissibles. Action hormonale, DIU action hormonale, patch, implant, anneau vaginal, pilule. Action locale, DIU action locale. Quelques mots d'explication. Certaines de ces méthodes concernent l'homme et la femme. Chez la femme, prenons l'exemple du DIU. Action locale, DIU action locale. Le dispositif intra-utérin DIU est placé dans l'utérus. Localement, il perturbe la progression des spermatozoïdes. De plus, la nidation n'est plus possible. Action hormonale. C'est le cas des DIU à action hormonale, patch, implant, anneau vaginal, pilule. À noter que le DIU à action hormonale libère de façon prolongée de la progestérone
qui empêchent le cycle normal de la muqueuse utérine. Chez l'homme et chez la femme. Le préservatif masculin et le préservatif féminin constituent efficacement une barrière physique qui empêche la fécondation. Ce sont des moyens de contraception efficaces. Ils représentent également une barrière contre les agents responsables d'IST, infections sexuellement transmissibles, par exemple le VIH responsable du sida, hépatite B, herpès génital, papillomavirus, syphilis, blénorragie, chlamydiose, trichomonase pour les 8 plus importantes, et il y en a 22 autres qui sont moins importantes, mais qui ont quand même leur importance. Beaucoup d'IST sont en progression. Les préservatifs sont les seuls moyens de contraception qui protègent des IST. Pour conclure, chez la femme et chez l'homme, il existe plusieurs méthodes de contraception, dont les préservatifs qui protègent également contre les IST. Quatrièmement, l'assistance médicale à la procréation, AMP, ou procréation médicalement assistée, c'est pareil, on peut dire PMA. Certains couples ne parviennent pas à avoir des enfants. Infertilité ou stérilité, les raisons sont diverses, voir le cours 60b. Mais prenons tout de même un exemple. Soit il y a un problème d'infertilité de l'un des partenaires. Par exemple, les gonades, c'est-à-dire ovaires et testicules, sont bien présentes, mais les gamètes, ovules ou spermatozoïdes, ne sont pas produits. L'infertilité, c'est la difficulté rencontrée par un couple pour concevoir un enfant pendant une période de 12 à 24 mois de rapport sexuel sans contraception. Soit, deuxième cas, il y a un problème de stérilité de l'un des partenaires. Par exemple, les gonades sont absentes et donc il n'y a pas de gamètes. La stérilité, c'est l'impossibilité rencontrée par un couple de concevoir un enfant car l'un des partenaires, alors rarement les deux, est privé d'un organe ou d'une fonction nécessaire à la procréation. Les techniques d'assistance médicale à la procréation ont pour objectif d'aider le couple à avoir un enfant, qu'il soit stérile ou infertile. Des molécules de synthèse peuvent se substituer aux hormones naturelles. Il est possible de stimuler la production de gamètes et d'agir sur l'utérus pour faciliter la gestation. L'insémination artificielle peut faciliter une fécondation, tandis que la fécondation in vitro suivie du transfert d'embryons, donc FIVET et ICSI, permet de contourner l'obstacle que constitue une obstruction des trompes utérines par exemple. Le don de gamètes peut répondre à des situations de stérilité. La connaissance des hormones permet de favoriser la gestation et de stimuler la production de gamètes. L'insémination artificielle apporte des gamètes du conjoint ou d'un donneur. La FIV ou FIVET ICSI, fécondation in vitro avec transfert d'embryon, peut se faire à partir d'un gamète du couple ou à partir d'un don de gamètes. Pour conclure, la connaissance du fonctionnement de l'appareil reproducteur, les progrès de la recherche et des techniques ont permis de développer divers procédés d'assistance médicale à la procréation dans le but de résoudre des problèmes. Ce sont des problèmes d'infertilité rencontrés par certains couples. Essayez maintenant, à partir des schémas suivants, de vous souvenir dans le cerveau, il y a le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc vous voyez un visage et par transparence, on distingue un endroit et dans cet endroit, il y a l'hypothalamus et l'hypophyse. Alors l'hypothalamus en haut, l'hypophyse, on a l'impression d'une petite goutte d'eau rose qui va tomber vers le bas. Donc on a la zone de l'hypothalamus avec ses neurones. Il y a la zone des capillaires sanguins entre l'hypothalamus et l'hypophyse, dans la tige pituitaire qui relie l'hypothalamus et l'hypophyse. Il y a la zone de l'hypophyse et la zone des capillaires sanguins vers la circulation générale. Il y a les neurones hypothalamiques dans la zone de l'hypothalamus, synthèse et libération de GnRH par ces neurones. Ensuite, grâce aux vaisseaux sanguins du système porte, la GnRH passe dans le sang et va aller rejoindre l'hypophyse
et va se fixer sur des récepteurs spécifiques. L'hypophyse va réagir en produisant, donc les cellules, donc deux types de cellules spécifiques de l'hypophyse, vont réagir en produisant FSH ou LH qui vont passer à leur tour dans le réseau sanguin de la circulation générale. Le complexe hypothalamo-hypophysaire est constitué par l'hypothalamus et par l'hypophyse antérieure. Il y a du sang entre les deux, au niveau du système porte. Il y a donc un réseau de capillaires sanguins. L'hypothalamus contient un amas de neurones faisant des synapses sur des vaisseaux sanguins. L'hypophyse antérieure contient des cellules endocrines qui vont sécréter LH et d'autres cellules endocrines qui vont sécréter FSH. Il y a toujours donc entre les deux cette circulation sanguine de la tige pituitaire et la circulation générale au-delà de l'hypophyse. L'hypothalamus, je répète, est un amas de neurones faisant des synapses sur des vaisseaux sanguins. L'hypophyse antérieure contient des cellules endocrines sécrétrices de LH et d'autres sécrétrices de FSH. L'ensemble constitue le complexe hypothalamo-hypophysaire. Toujours cette circulation sanguine de la tige pituitaire entre l'hypothalamus et l'hypophyse et la circulation sanguine générale au-delà de l'hypophyse. Dans l'hypothalamus, il y a les neurones hypothalamiques, synthèse et libération de GnRH dans les vaisseaux sanguins et les cellules hypophysaires vont produire FSH et LH suite à la fixation de GnRH sur des récepteurs des cellules hypophysaires. Et FSH et LH vont passer dans la circulation sanguine. Neurones hypothalamiques et fonctionnement de l'hypophyse. L'hypothalamus et l'hypophyse antérieure constituent le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse postérieure ne nous concerne pas pour l'instant. Il y a entre l'hypothalamus et l'hypophyse la tige hypophysaire que l'on appelle également tige pituitaire qui contient un système porte, donc c'est en fait un système porte hypophysaire qui contient l'artère hypophysaire supérieure et donc l'artère hypophysaire inférieure également. Alors, donc il y a les neurones hypothalamiques qui contiennent des axones bien entendu. Des potentiels d'action vont stimuler les neurones et vont constituer ce que l'on appelle un message nerveux. De ce fait-là, les neurones vont libérer la GnRH par les terminaisons axoniques des neurones hypophysaires. Et ensuite, les cellules hypophysaires vont produire de la FSH ou bien de la LH. Donc il y a deux types de cellules. Et libération de FSH et LH dans la circulation générale. Voilà, donc nous avons terminé le cours en ce qui concerne le bilan sur la maîtrise de la procréation. Nous avons vu différentes méthodes, bon, pas toujours faciles à comprendre. Le cours est terminé, merci.